PLO style. PLO style. Lexa Music. PLO style. PLO style. Mr. Arafat. Rest in peace. حييك يا شعب الوطن يا مقاوم الاحتلال، حي فيك البسالي والكفاح والعين سهرانين. حييك يا شعب الوطن يا مقاوم الاحتلال، حي فيك البسالي والكفاح والعين سهرانين. حييك يا شعب الوطن يا مقاوم الاحتلال، حي فيك البسالي والكفاح والعين سهرانين. Rameau d'olivier dans une main, revolver dans l'autre. PLO style. PLO style. PLO style. PLO style. حييك يا شعب الوطن يا مقاوم الاحتلال، حي فيك البسالي والكفاح والعين سهرانين. حييك يا شعب الوطن يا مقاوم الاحتلال، حي فيك البسالي والكفاح والعين Yasser Arafat, le leader de l'ONP, Monsieur Arafat. بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. PLO style. PLO style. PLO style. PLO style. The person who had been kicked out from his homes is obliged, and he has the right to fight for living, to fight for his future, for his children, for his people. Bonjour à tous, bienvenue sur le stand de Save. On est ravis de vous accueillir dans le cadre de la fête de l'UMA. Aujourd'hui, on commence la journée avec une première table ronde sur l'affaire de Michel Zecler. La table ronde s'intitule « Affaire Michel Zecler, symptômes d'une négrophobie banalisée ». Pour faire un très court rappel des faits, on est donc le 21 novembre 2020 dans le contexte du confinement et on a Michel Zecler, producteur de musique, qui rentre dans son studio du 17e arrondissement et qui subit une agression de la part de 4 policiers suite à un contrôle pour non-port du masque. L'affaire a été très médiatisée, connue de tous quasiment grâce aux réseaux sociaux, notamment par la diffusion de la vidéo de Loopsider, qui est en fait la vidéo de la caméra qui se trouvait dans le studio. Et on verra au fur et à mesure de l'intervention l'importance que va prendre cette vidéo dans le dossier. Donc, comme je disais, 4 policiers ont agressé Michel ce soir du 21 novembre. Pour
expliquer très rapidement la procédure. Ils ont été placés en garde à vue le 27 novembre, soit 6 jours plus tard, avant d'être mis en examen suite aux 48 heures de garde à vue le 30 novembre. On en a 2 qui ont été placés sous écrou, libérés le 22 et placés sous contrôle judiciaire, les 2 autres sous contrôle judiciaire simple. Les chefs d'accusation retenus, in fine, sont celles de violence et de faux en écriture publique. On reviendra sur l'explication des termes ultérieurement. En janvier 2015, on a donc le parquet qui requiert un procès contre 3 policiers pour faux en écriture publique et violence aggravée. Un notamment pour propos racistes et un autre pour l'utilisation d'une grenade lacrymogène dans le cadre du studio, ce qui blessera Michel et les personnes présentes dans le studio à ce moment-là. Finalement, le juge d'instruction se prononce le 27 juin 2025 et ordonne un procès pour les 4 policiers, 3 pour faux en écriture publique et violence volontaire, et un autre pour violence avec arme. Le faux en écriture publique, pour aller très rapidement, c'est globalement les dépôts de plaintes, les écritures des enquêteurs, des policiers dans les procès-verbaux. Et le juge d'instruction, dans son ordonnance, précise que les violences ont largement été passées sous silence dans les PV, ce qui justifie donc le faux en écriture publique. Finalement, ce qui est assez frappant et ce qui donne l'intérêt aujourd'hui d'ouvrir cette table-là, c'est le fait que les propos racistes ont été écartés, alors qu'on peut de manière assez distincte entendre « sale nègre » crier dans la vidéo. Et il faut savoir également qu'il y a eu une enquête qui a été diligentée par l'IGPN dans le cadre de ces violences et de ces propos-là, et qu'elle a révélé des messages racistes donc du policier qui a proféré l'insulte dans son téléphone, que le juge d'instruction a considéré comme propos et plaisanteries de mauvais goût, suffisant à caractériser un biais, mais insuffisant pour retenir une caractérisation, une infraction pénale. Donc ça c'est pour l'affaire. On va essayer d'avancer progressivement et par thématique sur cette table ronde. Malheureusement, Mireille, dans 3 minutes, elle est là. Donc, on va ouvrir le bal avec une perspective historique sur la question de la négrophobie. Et pour ça, je vais donner la parole à Someboy, donc, que vous connaissez certainement en tant que vidéaste, youtubeur, mais aussi artiste contemporain, mais sur la chaîne Histoire Crépue sur YouTube. Donc voilà, de floor is yours. Ben, merci beaucoup. Un, deux. Ben, merci beaucoup pour l'introduction. Et moi, ce que je vais essayer de faire, c'est un petit résumé d'une histoire de négrophobie à la française. Je fais rapidement, je pense qu'il y aura plein de choses. Enfin, on voulait laisser d'abord Mireille commencer par présenter le contexte, mais je vais essayer de faire quelque chose. Donc, les Noirs, en fait, en France, les personnes noires, en tout cas avec la peau comme la mienne, on en connaît depuis très longtemps. Si vous pensez dans la Bible, le personnage du mage Balthazar, il y a une connaissance de cette carnation en France depuis longtemps. Au fur et à mesure que le temps passe et que la France devient un empire colonial, la question de la race va être construite par du coup l'empire colonial français et pas que, tous les empires coloniaux européens. Donc on va construire vraiment l'idée de race, notamment au moment de l'esclavage dans les Antilles, les Caraïbes et les Amériques. Et donc en mars 1685, en France, il va y avoir la création du Code noir, qui va donc permettre de régler qui va permettre en fait d'organiser l'exploitation des personnes donc dites noires. Donc en fait, c'est des personnes africaines qui ont été racialisées comme noires et qui sont esclavagisées dans les Antilles, dans les Amériques. Et en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a aussi des Africains qui ne sont pas réduits en esclavage et qui vivent sur le sol de France. C'est-à-dire qu'en 1688, du coup 3 ans après le début du Code noir, on a un prince africain qui s'appelle Aniaba, qui est le filleul de Louis XIV, qui est à la cour du roi de France
et qui est considéré comme un prince. Donc on voit bien qu'à ce moment, il y a deux choses qui se passent. Il y a à la fois l'esclavage et la création de la race noire pour exploiter des personnes dans les colonies. Et sur le sol métropolitain, il y a encore ce truc à la Balthazar, ce roi mage. En fait, ces princes africains qui peuvent être à la cour du roi de France sans subir la même violence, en fait. Bien qu'il ne va pas pouvoir accéder, il ne va pas pouvoir monter dans les échelons militaires à Niaba. Bref, j'avance un petit peu. En 1785, c'est la création de la police des Noirs, puisque en fait, la règle qu'il y avait à l'époque en France, c'était que sur le sol métropolitain, il ne doit pas y avoir d'esclaves. C'est-à-dire que les esclaves sont tolérés, enfin l'esclavage est institutionnalisé dans les colonies, mais sur le sol métropolitain, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a une police des Noirs qui est faite à la fois pour les colonies et pour la France métropolitaine, et on va pourchasser les personnes noires qui ont été emmenés par leur maître. Il y a beaucoup de gens noirs qui se retrouvent à Bordeaux, à Nantes, qui sont en fait emmenés par leur maître jusqu'en métropole. Et donc ces personnes vont être traquées ou surveillées par une police des Noirs et vont du coup parfois être dans des procès quand ils essayent de s'enfuir ou de réclamer leur liberté, puisqu'ils sont censés être libres sur le sol de France. On va les rattraper et les redéporter à nouveau aux Antilles. Je parle d'un monsieur qui s'appelle Crépin-Loff, qui a été documenté. Il y a quelques histoires de ces personnes noires qui ont été documentées. En 1802, Napoléon Bonaparte va rétablir l'esclavage et interdire l'entrée des Noirs et des hommes de couleur sur le territoire métropolitain. Le mariage interracial, il va être définitivement interdit en 1803. Donc on voit vraiment qu'il y a des lois qui sont posées par les différents gouvernements français qui sont spécifiquement négrophobes, en retenant bien ce truc-là que la négritude, enfin le fait d'être noir, c'est une construction sociale qui est liée à l'empire colonial, quoi. Et en 1848, donc je vais aller vite pour la fin, seconde abolition de l'esclavage. 1881, le code de l'indigénat qui va être généralisé dans toutes les colonies, qui va permettre encore une fois de traquer, de suivre les personnes qui sont noires. J'entends une voix en même temps, non c'est bon. Les personnes qui sont noires à la fois dans les colonies et sur la métropole. 1916, il y a une carte d'identité qui est imposée aux travailleurs africains pour mieux les contrôler, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de travailleurs africains qui sont sur le sol métropolitain. Ça va être soit des ouvriers au niveau des docks, soit des anciens tirailleurs sénégalais, par exemple, qui ont pu aller en France, en métropole. Et dans les années 40-41, il y a même un moment une interdiction du métro de Paris pour les personnes de couleur. Et voilà un petit peu pour la base de l'histoire de comment on va dire la désignation des corps noirs a été faite par les forces de l'ordre françaises pour les traquer, les surveiller et chaque fois réprimer dès qu'il fallait maintenir cet ordre colonial. J'ai essayé de faire un résumé rapide. C'est bon. Tu peux prendre 2 minutes de plus hein, si tu veux, t'es allé très vite. Mais je sais pas si... Enfin, j'ai pas grand-chose... En fait, ce que je peux dire peut-être en plus, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est que après cette période coloniale, on a continué à avoir des mouvements de population, du coup, notamment entre les personnes qui sont issues des Caraïbes ou des Outre-mer en général, qui sont arrivées dans la métropole et qui ont continué à être considérés comme des corps à surveiller. Il y a toute la question du bumidum, donc c'est le déplacement des personnes antillaises vers la métropole pour des raisons de travail, par exemple. Et en parallèle, les anciens colonisés d'Afrique, dont les descendants ou bien eux-mêmes arrivent en métropole à la suite des décolonisations, et qui, pareil, encore une fois, vont faire l'objet de contrôles particuliers. Il y a des polices spéciales de contrôle des personnes à l'époque indigènes, puis des personnes noires, et on sait l'histoire de la BAC qui est assez bien racontée dans le livre de Mathieu Rigouste, La domination policière, par exemple, et qui vont être des polices qui héritent, en fait, d'une histoire de répression coloniale. C'est-à-dire que c'est des doctrines policières qui sont construites dans les colonies pour surveiller donc les circulations entre les personnes noires des colonies vers la métropole, mais aussi pour mater les éventuelles insurrections ou ce qu'on appelle à l'époque les séparatismes. D'ailleurs, c'est toujours appelé comme ça, puisqu'à l'époque où les colonies veulent leur indépendance, on accuse les personnes
indigènes d'être séparatistes, puisque la France est censée être une et indivisible, autant à l'époque coloniale que maintenant où elle se prétend avoir décolonisé l'ensemble du territoire. Et du coup, je vois une autre personne qui arrive, et du coup, voilà, à partir des années... en fait, depuis la fin de l'époque coloniale, on continue à avoir ces violences policières qui touchent les personnes issues de l'immigration et notamment les personnes noires. L'affaire du coup de Michel Zecler, salut, attends, je te laisse passer de ce côté. Et aussi, il y a l'affaire Adama, mais il y a des tas d'affaires que vous connaissez très bien. Ouais. Attends, je crois que normalement, il faut que tu te pousses un tout petit peu sur la droite. Et tu peux te mettre là, Mireille. Désolé, on accueille juste Mireille Fanon et Norman Najari qui viennent d'arriver. Excuse-nous de t'avoir interrompu, tu peux... Non, mais c'est bon, j'avais fini. Ok, super. Merci beaucoup. Donc là, on était sur la question... on proposait un retour historique sur la question de la négrophobie, particulièrement dans le cas français. On va maintenant donner la parole à Norman Najari, qui est philosophe et professeur en Black Studies francophone à l'Université d'Édimbourg, qui avait notamment commis un article sur le cas de Michel. Et donc, je te laisse la parole. Oui, merci. Désolé pour le retard. Peu importe, je suis en retard, c'est tout. Voilà, désolé, ça arrive. Pourtant, c'est tellement bien desservi ici. C'est pour moi ? Non ? Ok. Ah, ça va la forme ? Ah, désolé, je t'avais pas vu. Ça va mon bug. Donc j'avais commis un article sur l'affaire de Michel Zecler, tout simplement pour une raison très simple, pour poser une question extrêmement naïve, en fait. Une question extrêmement simple et qui, à mon avis, devrait être au cœur de notre traitement de cette affaire, mais qui ne l'a été pas. La simple question, c'est pourquoi ? Pourquoi c'est arrivé ? Qu'est-ce qui a motivé ce truc ? Qu'est-ce qui a motivé cette situation ? Parce que très souvent, on a des manières de rationaliser ce type de violence policière, selon lesquelles ce sont des personnes qui sont contrôlées parce que on a l'impression qu'elles peuvent présenter un certain danger. Ce sont des personnes qui ont des attitudes, qui sont des attitudes banlieusardes, qui sont menaçantes. Ce sont des personnes qui ont des tenues, un code vestimentaire qui les lie à la criminalité, au banditisme. Ce sont des personnes qui ne savent pas interagir avec les forces de police, donc qui ont tendance à faire monter la tension. Autant de choses qui, à mon avis, ne pouvaient pas s'appliquer, autant de méthodes d'interprétation qui ne pouvaient pas s'appliquer au cas de Michel Zecler. Personne de la classe moyenne, un entrepreneur, une personne qui ne s'habille pas avec ses codes banlieusards, tant décriés, etc. La seule chose qui n'était pas dans une situation en plus où il était en train de commettre un acte qui pouvait apparaître comme délictueux, bref, tant d'éléments qui devaient, selon moi, nous forcer à changer la manière dont on considère ces violences policières. On a tendance à considérer le fait d'être noir ou arabe comme une circonstance aggravante. Dis bon. Tout le monde a des chances de se faire contrôler, mais les Noirs et les Arabes ont plus de chances de se faire contrôler. Là, je posais la question, pourquoi ? Tout simplement avec cette idée derrière la tête selon laquelle il a été pris pour cible. C'est une personne qui, parce qu'il était noir, a été cible d'une tentative d'élimination sociale, d'élimination publique. Non pas l'appartenance raciale comme une circonstance aggravante, mais comme la seule et unique cause qui a poussé ce bataillon policier à s'attaquer à lui et à tenter de l'éliminer socialement. C'est deux manières de voir la violence policière complètement différentes. Je comprends rien. Deux manières de voir la violence policière complètement différentes. L'une selon laquelle voilà, les policiers auraient des petits penchants, de mauvais penchants, et l'autre selon laquelle l'institution policière vise de manière consciente
et délibérée à éliminer la présence publique de certaines populations, et notamment dans certains quartiers, à faire des checkpoints d'ordre racial, à appliquer cette violence de manière à exterminer, au moins symboliquement, un certain type de population. Donc c'est pour ça que j'ai inlassablement posé cette question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on l'a ciblé? Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette personne-là? Et le fait que la circonstance aggravante de racisme ne soit pas retenue en ce qui concerne l'accusation de ces policiers est, selon moi, davantage qu'un petit problème, disons, d'ordre juridique, une opportunité perdue de les faire payer davantage. C'est très très grave parce qu'on perd toute l'intelligibilité de ce cas en n'ayant pas cette question du racisme au cœur. Parce que s'il n'y a pas cet élément explicatif du racisme, on ne peut pas comprendre pourquoi Michel Zecler a été ciblé. On ne peut pas comprendre les raisons, on ne peut pas comprendre les motifs. Ça devient absolument impossible de faire sens de cette situation, de faire sens des motivations de cette institution policière, de faire sens des raisons derrière lesquelles il s'attaque à une personne comme cet entrepreneur noir qui se trouve simplement évoluer dans l'espace public. Et donc, c'était ça le type de réflexion que j'avais développé. Et pour moi, c'est tout à fait central de continuer à essayer d'analyser les motivations policières à travers cette grille raciale et surtout à travers cette logique sous-jacente d'attaque systématisée des populations non blanches dans l'espace public en vue de leur suppression. Si on ne maintient pas cette manière d'analyser les choses, je ne pense pas qu'on puisse comprendre ce qui se passe ici. Ce n'est pas des attitudes, ce n'est pas des manières de se vêtir, ce n'est pas des clichés qu'on serait censé incarner qui sont attaqués, non. C'est une lutte raciale qui est menée contre nous. Voilà. Merci Norman. Donc, je pense que la première conclusion qui s'impose après vos deux interventions, c'est que la négrophobie ne se limite pas à l'insulte raciste pendant l'agression, mais elle commence déjà avant, avec ce qui va fonder même le fait de procéder à ce contrôle sur la personne de Michel, et ensuite cette capacité à déployer autant de violence pour simple non-port du masque. Et c'est, ma foi, une magnifique transition que vous m'offrez là, parce qu'on a avec nous la chance d'avoir Magda Boutros, qui est enseignante-chercheuse en sociologie au CNRS, et tu es spécialiste... C'est pas au CNRS, mais c'est pas grave. Ah, bon, bah, désolé, tu corrigeras. Mais en tout cas, tes travaux portent bien sur les inégalités de race, de genre et de classe. C'est ça. Bonjour, donc je suis Magda Boutros, je travaille à Sciences Po sur les pratiques policières et la manière dont elles reproduisent les inégalités sociales de race, de classe, de genre. Et donc je voudrais un peu rebondir ce que vous avez dit tous les deux sur cette idée de on ne peut pas comprendre ce que fait la police sans comprendre l'aspect racial. En donnant un exemple concret sur lequel j'ai travaillé récemment. Donc on entend souvent dire, pour comprendre ce que fait la police, on ne peut pas s'arrêter à se poser la question de est-ce que les policiers, individuellement, ont des préjugés racistes ? Et il faut parler de racisme institutionnel, racisme structurel. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Dans une enquête que j'ai menée avec ma co-autrice Aline Dayer, on s'est rendu compte, on a découvert une politique assumée, institutionnelle, écrite, dans plusieurs quartiers parisiens que les policiers appellent l'éviction des indésirables. Donc on a des policiers de tranquillité publique, c'est pas des BAC, c'est des policiers de voie publique à qui on demande, à qui les supérieurs hiérarchiques demandent de manière quotidienne d'aller faire des évictions des indésirables. Et donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont dans des quartiers gentrifiés. Là, j'ai travaillé principalement sur le 12e arrondissement parisien. Et ils contrôlent, voire sans contrôle, ils dégagent des jeunes hommes noirs et arabes, très jeunes, des adolescents de 13, 14, 15, 16 ans, qui sont dans la rue après l'école. Et donc, on voit que quand j'ai étudié ce dossier-là, même quand il y a certains policiers qui disaient « Moi, j'en ai marre de contrôler des jeunes qui font rien », les supérieurs hiérarchiques leur disaient « Non, non, il faut y aller ». Et pourquoi il faut y aller ? Parce qu'il y a des gens qui nous appellent, il y a la municipalité qui nous appelle, on nous demande de faire ça. Donc quand on parle de racisme structurel, c'est replacer la police
dans la mission qui lui est confiée dans un contexte social, politique, économique dans lequel la police a pour mission de maintenir un certain ordre social et de maintenir dans ces espaces urbains gentrifiés un certain ordre spatial, de déterminer qui a sa place ici et qui n'a pas sa place. Donc les jeunes qui étaient ciblés, ils habitaient là. Ils se faisaient dégager vraiment en bas de chez eux. Mais comme on est dans un quartier parisien gentrifié, il y avait des voisins, certains voisins, alors pas forcément la majorité, mais une minorité assez dont la voix porte, qui estimaient que ces rassemblements de jeunes noirs, de jeunes arabes, au coin de ma rue, eh ben, ça fait, là je reprends des termes qu'eux utilisaient, ça fait ghetto, ça fait 93. Moi, je n'ai pas payé tout ça pour mon appartement à Paris pour avoir ensuite un quartier qui ressemble à ça. Et donc, qui appelait la police, qui appelait la municipalité, qui appelait la préfecture, toutes ces institutions-là qui mettaient la pression sur la police pour dire il faut faire des passages, il faut faire des interventions. Et donc, la police a développé cette politique qu'elle appelle l'éviction des indésirables. Et quand on leur a posé la question qui sont les indésirables, la réponse c'était ce sont des indésirables pour les gens qui habitent le quartier. Alors évidemment, ces jeunes-là aussi habitent le quartier, mais c'est pour vous donner une idée de la manière dont on peut essayer d'identifier des politiques institutionnelles qui opèrent, quels que soient les préjugés qu'il peuvent y avoir chez les policiers qui les mettent en œuvre, quel que soit d'ailleurs leur statut social. Ça peut être des policiers noirs à qui on demande en fait de faire ce type de pratique. Et donc, comment est-ce qu'on peut comprendre pourquoi ce type de pratique policière, ce type de politique institutionnelle se maintient et pourquoi il n'y a pas beaucoup plus de personnes qui se révoltent contre ce type de politique. On pense souvent... Donc là, je voudrais parler un petit peu de la manière dont on peut conceptualiser le pouvoir policier, les rapports de pouvoir entre la police et les personnes qu'elle cible. On pense souvent au pouvoir coercitif. La police peut utiliser la force, peut utiliser la contrainte. Elle peut faire des contrôles d'identité, des verbalisations, des fouilles, des palpations, etc. La police a aussi une deuxième dimension du pouvoir, le pouvoir symbolique. Le pouvoir symbolique, c'est la capacité de produire des idées, des significations sur ce qu'est la police. C'est l'idée que tous les films, les séries, les faits divers, le JT, etc., promeuvent cette idée que les policiers, c'est les bons qui nous protègent des méchants, que sans la police, il y aurait beaucoup de criminalité, que la police est indispensable et nécessaire pour contrôler la violence dans la société. Ce que ce pouvoir symbolique-là occulte, c'est la réalité du fait que quand on pense aux crimes les plus graves, le meurtre, le viol, en fait, la police, elle ne protège pas réellement puisqu'elle vient après coup, peut-être faire une enquête ou pas d'ailleurs. On sait que dans les très très grandes majorités des affaires de viol, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'enquête. Donc, mais ce pouvoir symbolique leur permet de continuer à perpétuer cette idée comme quoi la police est nécessaire et sans elle, on aurait une société complètement incontrôlable. Mais il y a une troisième dimension, à mon sens, du pouvoir policier. C'est ce que j'appelle le pouvoir épistémique. Le pouvoir épistémique, c'est la capacité à produire des connaissances sur ce que fait la police et à délégitimer des voies alternatives. Donc c'est, même pour les personnes qui ne croient pas forcément au mythe de la police, c'est les bons qui nous protègent des méchants, on a beaucoup de mal à produire des récits, à produire des connaissances empiriques sur ce que fait la police, sur la manière dont ce que fait la police reproduit des inégalités, parce que la police a structurellement une position de domination dans la production du savoir. Donc c'est eux qui font, par exemple, toutes les données officielles sur le crime, sur les désordres urbains, sur ce qu'ils appellent les violences urbaines. C'est eux qui déterminent qu'est-ce qui est compté, qu'est-ce qui n'est pas compté. Donc si vous regardez, par exemple, ce qu'on appelle les tableaux 4001, c'est-à-dire là où... l'État français nous dit combien il y a eu de crimes et de délits chaque mois. Il y a des catégories spécifiques pour des violences à agents, mais il n'y a pas de catégorie spécifique pour des violences commises par des agents de la fonction publique. Donc on voit que c'est eux qui déterminent qu'est-ce qu'on va comptabiliser, quelles statistiques on va produire. C'est aussi, et ça c'est des choses dont on va je pense beaucoup parler par ailleurs, c'est aussi une institution qui jouit d'une présomption de crédibilité. La loi dit... Le PV policier fait foi. Les tribunaux ont déjà jugé, même dans des affaires de violence policière, que la parole d'un policier est plus crédible, de manière générale, que la parole d'un délinquant. Et donc, on a institutionnalisé un excès de crédibilité pour les policiers, alors que leurs cibles, les populations qui sont les plus ciblées, sont des populations qui, du fait de préjugés raciaux, ont un déficit de crédibilité. Même en dehors du système judiciaire, dans les médias, dans la politique, on a tendance à moins croire un jeune homme de 14 ans qui est noir
qu'un policier qui avait écrit un PV pour dire il a fait un outrage. Et la troisième chose qui permet à la police de maintenir ce pouvoir épistémique, c'est un accès privilégié aux médias. Donc même quand on fait partie d'une communauté où on sait très bien que la police peut mentir, etc., tant que la police a cet accès privilégié aux médias, tant que c'est eux les premiers à aller aux médias pour dire leur récit après une affaire, et tant que les voix des victimes ont beaucoup de difficultés à accéder jusqu'aux médias, en fait, ce sera le seul récit qu'on entend. Ils vont maintenir ce monopole de dire le vrai et de dissimuler des pratiques racistes, abusives, violentes, etc. Et donc, l'idée de comprendre ces trois dimensions du pouvoir de la police, la dimension coercitive, symbolique et épistémique, c'est de commencer à réfléchir à quel levier on peut trouver pour lutter contre cette violence. Donc quand on réfléchit au pouvoir épistémique, comment est-ce qu'on peut produire des connaissances? Donc on a plein de choses dont on peut parler aujourd'hui, les vidéos, les enquêtes indépendantes, etc., pour essayer justement de contrer ce pouvoir de la police. Merci Magda, c'était super. Et donc en effet, je me suis trompé, ce n'était pas le CNRS, mais le CRIS, le Centre de recherche sur les inégalités sociales. Voilà, donc toutes mes excuses. Maintenant, je vais donner la parole à Margot Pouliezé, avocate. Tu m'as dévisagé, j'ai cru que j'avais dit une connerie. Non, pas du tout. Non, bonjour à tous. Je suis avocate et je fais que du droit pénal. Ce que je voudrais vous dire, c'est que l'affaire de Michel Zecler, elle vient rendre visible ce qu'on vit de nous au quotidien dans les tribunaux et dans la justice. Et cette affaire-là, elle existe, je pense, uniquement parce qu'il y a eu une vidéo et que tout ça a été médiatisé et que tout le monde a été sensibilisé et qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être contestées dès lors qu'on a eu cette vidéo. Mais nous, tous les jours, on vit des dossiers sans vidéo et on vient dire devant des tribunaux que les contrôles sont discriminatoires, qu'ils sont fondés uniquement sur le fait que la personne était noire et surtout on a tous les jours des dossiers dans lesquels il y a des PV qui sont faux. On le dit aux magistrats et nous sommes inaudibles. Alors, d'un point de vue purement technique et hyper rapidement, pour cerner la difficulté, c'est que les contrôles sont discriminatoires et on ne peut pas l'établir parce qu'il n'y a pas de traces. La plupart des contrôles sont effectués sans traces. On n'a pas de procès-verbal, on n'a pas de récépissé. Donc il y a une impunité totale des policiers qui ont contrôlé. Moi j'ai des clients que je suis depuis qui sont tout petits et qui me disent qu'ils font l'objet de contrôles parfois 2 à 3 fois par jour. Donc sur l'espace de 10 jours, ils vont être contrôlés, mais tellement de fois. Et ça, ils le vivent depuis qu'ils sont tout petits et ils l'ont complètement digéré. Et ce qui est intéressant, c'est que les policiers finissent par créer des dossiers. Parce que ces personnes-là finissent par être renvoyées devant des tribunaux pour des affaires d'outrage ou de rébellion. Parce qu'il y a une espèce de provocation, il y a une présence policière massive, il y a des contrôles massifs, les policiers les provoquent, et pourtant ils restent vraiment souvent très 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 calmes, mais ils expliquent qu'ils sont poussés à bout parce qu'ils sont trop contrôlés, uniquement parce qu'ils sont noirs, et qu'ils font rien d'autre que d'être en bas de chez eux. Et il y a un moment où ils vont un peu hausser le ton, ou parfois pas du tout, mais ils vont hausser le ton, et les policiers créent des dossiers pour outrage de rébellion. Et nous, on arrive devant les tribunaux, et on n'arrive pas non plus à remettre en cause le bien fondé de ce contrôle, alors que cette fois-ci, on a un procès verbal, mais la loi permet de contrôler de manière tellement générale les gens qu'on n'arrive pas à contester ces procès-verbaux et à dire que ce contrôle est illégal, discriminatoire, irrégulier. Pour vous donner des exemples, nous, on a des tas de procédures qui sont ouvertes avec des contrôles qui sont justifiés en ces termes. Une personne d'origine africaine, capuchée et en survêtement, présente une attitude suspecte et on se trouve dans un quartier criminogène. En fait, c'est notre quotidien de lire des procès-verbaux comme ça. Vraiment.
Et quand on essaye de demander des vidéos pour prouver qu'il n'y avait pas d'attitude suspecte, que rien ne justifiait ce contrôle, les magistrats viennent nous dire que ces vidéos-là ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité, donc on ne les obtient pas. Les caméras de vidéosurveillance, on ne les obtient pas. Moi, j'ai déjà eu un cas où, parce que les policiers sont très 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 remontés contre certains gamins qu'ils voient depuis qu'ils sont tout petits. Ils les font tomber déjà pour outrage et rébellion, et après ils peuvent les faire tomber dans des affaires beaucoup plus graves. Moi, j'ai eu un policier qui a ciblé des clients à moi, et c'est le même policier que j'ai retrouvé dans tous les dossiers qui les concernent, et qui les a fait tomber dans un dossier qui était très très grave d'hommes qui avaient agressé un policier à Bagneux. Ils n'avaient rien à faire, ils n'étaient pas à cet endroit-là, à ce moment-là. J'ai réussi à établir, grâce à une expertise médicale, que l'un de mes clients ne pouvait pas être là à ce moment-là. Il a quand même été condamné. En fait, quand on arrive devant les tribunaux, donc il y avait évidemment des procès-verbaux qui étaient faux, parce qu'ils étaient identifiés, je dirais, et cette expertise permettait de contredire ce procès-verbal qui est un faux. Donc c'est un faux en écriture publique. Je dirais, les faux en écriture publique, c'est un grand terme, c'est un crime en France déjà. C'est un grand terme pour désigner vraiment ce qu'on rencontre quotidiennement. Nous et les magistrats ne veulent pas l'entendre, parce qu'ils ont besoin du travail de la police, et dire que les policiers mentent sur un procès-verbal, ça apparaît comme, là on passe pour des complotistes, voilà, et on le dit tout le temps. Et quand on vient dire qu'un contrôle, quand on ajoute que ce contrôle est un contrôle uniquement racial, alors là on est persona non grata dans les tribunaux. Alors voilà, je ne sais pas si tout ça est très clair, mais vraiment ce que je veux dire, c'est que quand on n'a pas de procès-verbal, ce qui est le quotidien des contrôles de tout le monde, on a beaucoup de mal à considérer, parce qu'il y a des recours qui sont effectués, et il y a des gens qui ont obtenu gain de cause, mais c'est très très difficile de prouver qu'un contrôle est discriminatoire. Et pourtant, vraiment, ils le sont quand même très souvent. Et quand on a des procès-verbaux, on a beaucoup de mal à établir que ces procès-verbaux sont des faux, et on n'y arrive honnêtement quasiment jamais par rapport à la masse de faux en écriture publique qu'on a. Et les cas très très graves, nous on a eu un cas d'un policier qui plaçait de la drogue dans une voiture de nos clients. Cet homme-là a été condamné en comparution immédiate. Le mec a toujours dit je suis innocent, je suis innocent. C'est impossible. Le mec n'était impliqué dans. C'est un homme qui n'avait rien à voir avec le trafic de stupéfiants ni de près ou de loin. Les policiers ont placé un sachet de cocaïne sous le fauteuil avant du véhicule. Nous n'avons pas réussi à l'établir. La seule manière dont les choses ont exposé au grand jour, c'est qu'un policier en interne dans ce commissariat-là est venu dire « Attention, il y a un policier qui a des pratiques comme ça ». Et donc là, 2 ans plus tard, on a été rappelé en disant « Cette procédure et cette condamnation est injuste puisque la drogue avait été placée dans cette voiture par le policier ». Ce que je veux vous dire, c'est que quand il n'y a pas de vidéo, comme dans le cas de Michel Zecler, ou de dénonciation interne de policiers qui viennent dire on n'en peut plus de ces pratiques policières-là, nous, face aux magistrats, c'est extrêmement difficile de réussir à établir l'existence de faux en écriture publique. Merci Margot. Juste pour revenir sur ce que tu disais au début sur le fait de créer des dossiers de toutes pièces. Là encore, le cas de Michel ne faisait pas exception, étant donné qu'il avait été poursuivi pour outrage et rébellion avant que l'enquête soit close. Justement parce qu'il y a eu la vidéo qui a permis d'établir tout ça. Donc c'est vraiment la chance de ce dossier-là. Sinon, c'était le même fonctionnement habituel. On a aujourd'hui le plaisir d'accueillir 2 collectifs différents. Un Suisse, la commission Enzoy, et un autre Belge, où on a David Jamar qui vient pour nous parler de l'affaire de Lamine. Tu es universitaire et voilà, je te laisse prendre le relais. Merci. Oui, en effet, l'affaire Lamine, il y a déjà moyen de rebondir sur beaucoup de choses qui ont été dites, mais je dois d'abord... C'est mieux comme ça ? Voilà. D'abord, contextualiser un tout petit peu Lamine Bangoura, donc
le 7 mai 2018 voit débarquer chez lui, pour commencer, 3 policiers et policières, et puis 8 policiers et policières qui sont là pour exécuter un ordre d'expulsion avec un huissier. Voilà. Il commence par ne pas ouvrir tout de suite et les policiers vont tuer Lamine Bangoura. Voilà, je le dis très brutalement, mais on va venir sur d'autres éléments. Alors, sur quoi est-ce qu'il y a moyen de rebondir par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'ici? La première chose, c'est que le huissier, pour répondre, il y a aussi une question du pourquoi qui vient à tous les détails, dans tous les détails. Le pourquoi, c'est pourquoi le huissier ne revient pas après. Le fameux monsieur est un petit peu peut-être nerveux, n'est pas encore disposé. C'est une pratique très courante en fait que le huissier revienne et laisse le temps. Non, là, directement, on appelle les renforts. On appelle les renforts, par la fenêtre, il voit un chien. Le chien est forcément peut-être une arme, etc. Et puis dans la cuisine, il y a un couteau. Donc c'est une arme. En tout cas, c'est le récit qui va être raconté au tribunal. Je vais aller assez vite sur la négrophobie judiciaire. L'autre point, c'est qu'avec ce huissier, il y avait un serrurier, et qu'avec le serrurier, un assistant, on ne sait plus trop qui, avait filmé. Donc il y avait des images de la mise à mort de Lamine Bangoura. Il avait filmé. On suppose et on construit comme comité Lamine qu'il l'a filmé choqué par ce qu'il a vu. Dans une série de PV qui arrive, ce n'est pas choqué, c'est devenu une sorte de routine. Vous comprenez, personne n'avait à être choqué directement par ce qui était là. Hein, donc ça, c'est déjà aussi un élément du récit, de la fabrication de récits, de production de mythomanie, on ne peut pas le dire autrement, policière. Et cette mythomanie policière, on entend souvent dire que, vous savez, si les policiers étaient mieux formés, ça irait. Je ne suis pas sûr. Sincèrement, j'ai l'impression que dans les formations, il y a un certain apprentissage, dans ces cas-là en tout cas, un certain apprentissage des mots à utiliser, des types de charges à faire reposer sur des victimes pour s'en sortir judiciairement. Ils savent très bien ce qu'est un acte violent dit proportionné et légitime. Il faut charger la victime pour que l'acte devienne proportionné et légitime. Ça, ces choses-là, on entend aussi parfois dans des supposés alliés de gauche qu'on a mis beaucoup de temps à avoir, que finalement c'est la violence policière, mais quand on arrive en justice, c'est autre chose si on a bien les éléments de preuve. Je vais juste assez rapidement, désolé, mais vous raconter un peu ce qui s'est passé dans ce type de tribunal. Donc, on a une police assez activiste dans la fabrication de son récit. On est au tribunal. La famille de Lamine Bangoura poursuit les policiers comme partie civile. On pourrait s'attendre à ce que le procureur enquête un peu à charge. Il y a eu mort d'homme. Non. Le procureur va charger Lamine. Et donc l'avocat des parties civiles va avoir affaire à l'avocat payé par la police. Très bien payé. Et au procureur. Il devra d'abord sauver l'image de Lamine avant qu'on puisse éventuellement commencer à parler des faits. Voilà, l'avocat, pour toute une série de raisons, n'a pas voulu parler de questions raciales dans ce tribunal. Ça lui appartient. Il faut savoir que le juge va quand même vouloir en parler pour l'évacuer. Alors que ça n'a pas été apporté par, j'ai envie de dire, la défense de Lamine. Même s'il n'était pas accusé là. Officiellement du moins. Alors ce que va faire le tribunal, il est embêté quand même, parce qu'il y a des petits points il y a cette vidéo, il y a quelques témoignages, les policiers se sont réunis juste après, il y a les traces, ils laissent parfois des traces, ils n'ont pas fait de bonne formation jusqu'au bout. Et donc il faut passer par une série de points qu'il faut évacuer. Alors ils vont les évacuer d'une série de manières différentes. Alors parfois pour... donc on a cette vidéo où on voit quand même quelqu'un qui est colsonné, avec des colsons, qui est sanglé aussi par des sangles de déménagement, puisqu'il s'agissait d'une expulsion qui agonise en fait. Voilà. Et là, tous les éléments
vont devenir des éléments à charge. Il y avait déjà ce que je vous dis autour du chien et du couteau. Jamais le tribunal va se poser la question de savoir si ce chien ou ce couteau était vraiment dangereux utilisé par la mine. Silence radio du tribunal là-dessus. Les silences fonctionnent beaucoup. Le policier va dire à un moment donné, un des policiers va dire « Écoute, c'est ta dernière chance de sortir », ce qui pourrait apparaître comme une menace. Ben non, ça devient dans le jugement une sommation, donc permettant la violence qui va suivre. Et puis, il y a cette vidéo, et là, que va dire le tribunal ? Il dit « Il restait frénétique et criait ». Hop. Et toute l'affaire, c'est de faire cesser ce cri. Toute l'affaire, en fait, si on le lit, c'est de faire cesser ce cri aussi bien dans la scène du tribunal que pour les policiers. Et comment est-ce qu'il le dit dans le ton juridique, ce qui va donner lieu à un non-lieu, on n'aura pas de jugement sur l'affaire Lamine, il n'y aura même pas de procès, c'était en phase préparatoire, pourrait-on dire. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Bangoura agissait avec une force énorme. Il criait fort, avec une énorme puissance musculaire, et il était difficile de le maîtriser et de le menotter. Plus tard, des bandes ont également été appliquées sur les jambes, ce qui pourrait s'assimiler à de la torture, mais là qui devient la justification, qui raconte le fait qu'en fait il était très agité. Et continue le juge, contrairement à ce que les parties civiles veulent affirmer, donc la famille, il ne s'agissait pas de cris d'aide ou de détresse, mais de cris et de hurlements, qui deviendront un peu plus tard, mais je ne vais pas la faire trop longue parce que ça devient un petit peu... Voilà. Qui deviendront une sorte, dit-il, le juge de sons d'animaux, même de rugissement. Donc c'est dans le jugement lui-même. Et donc il faut... Ce jugement-là transforme le corps comme un corps menaçant, absolument, totalement menaçant. Et ça, c'est avec le recul du jugement. On n'est même pas dans la question... du premier acte policier, simplement redouble ces actes policiers. Et puis il y a quelques autres choses qui sont quand même aussi, qui nous semblent se répéter dans toute une série d'affaires par ailleurs. Il faut aussi appeler une ambulance à un moment donné, et là ce qu'il faut sauver c'est l'humanité des policiers, ils appellent une ambulance. Nous, comité, on pense, on a de bonnes raisons de penser, d'excellentes raisons de penser, qu'ils appellent l'ambulance parce que la mine est décédée en fait. Puisque juste avant d'appeler l'ambulance, ils ont enlevé certaines traces de leur coup. Mais s'ils ont enlevé des traces de leur coup, c'est, dit le jugement, il dit même de manière... Ça ne peut être que pour faciliter la respiration de la mine. Que. Comment que ? Y a-t-il eu enquête ? Non, ça ne peut être que pour cela. Et donc l'ambulance est censée arriver comme une manière d'avoir essayé de prendre soin en sachant qu'il fallait vraiment intervenir. Il n'y aura même pas de non-assistance à personne en danger. Ok, alors... Ça, voilà. Et le dernier point, pour ne pas être trop long, c'est cette histoire de s'être rassemblés entre eux. Et là, on voit l'inversion de l'humanisation dans le procès. Ils se sont rassemblés entre eux, ils n'ont pas le droit. En théorie, ils n'ont pas le droit de commencer à discuter de ce qui s'est passé. En théorie, bien sûr. Mais ils ont laissé une trace. Il y a un petit PV où ils n'ont pas été prudents. Ils ne savaient pas qu'il y aurait la famille qui se plaindrait. Ils étaient encore en train d'essayer de dire à la famille qu'ils allaient intervenir dans le prix des obsèques, etc. Donc, ils ont été imprudents et ils ont laissé la trace de cette coalition de fonctionnaires, comme ça s'appelle en Belgique. Et donc là... On peut se dire, l'avocat va y aller sur cette coalition de fonctionnaires, c'est ce qu'il fait. Vous avez échangé sur vos versions, vous avez fabriqué votre récit. Que dit le juge ? Et là, on voit que le juge va laisser très fortement le local policier fonctionner. Vous voyez, c'est pas comme s'il y avait le droit qui s'appliquait, non, on laisse une sorte d'autonomie policière, c'est laisser cette autonomie policière. Et il dit quoi ? Il dit, après un décès survenu au cours d'une intervention policière, dit le juge, il est bon et normal que les policiers qui sont intervenus aient la possibilité de ventiler leurs propres émotions. Donc c'est en raison du choc qu'ils ont eu qu'ils doivent s'apporter du soin. Évidemment, ce soin n'a pas été apporté à la mine et silence du tribunal sur ces questions. Et il continue d'ailleurs, le fait qu'un débriefing ait eu lieu est une évolution heureuse afin d'apporter un soutien mental aux policiers qui ont été, entre parenthèses aussi, confrontés à un événement traumatique. Il y a une sorte de mise en équilibre des deux parties complètement délirant, ajoutant même que la famille a pu bénéficier des services psychologiques de la police. Et terminant donc son action en disant que finalement,
Le juge lui-même termine en disant qu'il ne peut pas être question, je l'ai déjà dit, qu'il ne peut pas être question de racisme, puisque c'est sans doute lié à un esprit du temps quelque peu woke, dans sa tête ça doit être ça, il mélange beaucoup de choses, qui aurait fait en sorte que ça pourrait être soupçonné. Alors face à ça, les comités, on décide, c'est compliqué parce qu'on a en effet des récits assez délirants, c'est pas évident parce que il y a toute une machine que vous avez racontée. Mais l'exercice pour ces comités, pour le comité de la mine, c'est plus qu'un exercice, c'est une pratique, c'est une confiance absolue aux familles, de la même manière que les familles ont confiance en leurs fils. Point. On part de là. C'est ça qui permet d'inverser cette épistémologie-là. Et tant pis si au passage, on verra. Il ne faut pas craindre ce genre de choses. De toutes les façons, ils vont fabriquer tellement de mythes, y compris sur le corps des gens, est-ce qu'ils n'étaient pas drogués? Parce que là, il y a évidemment beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre pour voir s'il n'y avait pas une fragilité du corps. S'il n'y a pas de la drogue, il y a peut-être une fragilité cardiaque, il y a peut-être ceci. Beaucoup plus de moyens dans ces autopsies-là qu'autour des coups qui ont été reçus. Donc ça, ce sont des choses, voilà. Et oui, il y a tellement que je vais m'arrêter parce que sinon je vais vraiment trop dépasser. On essaye de réfléchir aussi au niveau de la question des meurtres. Vraiment, dernière chose, promis. La question des meurtres policiers. Je vous dis, la police est activiste, donc après, elle vous poursuit. Elle est susceptible de vous poursuivre ou de porter plainte parce que vous avez dit meurtre policier. Vous comprenez bien, le monsieur ou la madame n'en dort plus, que vous ayez dit ça. En fait, c'est très souvent pas le monsieur ou la madame, c'est souvent un syndicat policier qui veut affilier des membres. Mais bon, d'accord. Et donc cet activisme continue. Et donc, du coup, ça peut arriver de devoir aller expliquer à un commissariat c'est quoi le racisme systémique. Bon, voilà. Mais c'est pas ça. La question, c'est peut-être intéressant de réfléchir à cette idée de meurtre. Et en tout cas, si, OK, dans le cas de la mine Bangoura, personne n'a dit sale ceci ou sale cela, la nervosité raciale est présente. Et donc, on n'a pas une préméditation au sens du langage articulé, mais sans doute des sortes de prédispositions nerveuses qui fabriquent ce qu'on peut appeler alors meurtre. Ça, c'est un des types de bagarres qu'on peut avoir à mener, en tout cas de réflexion pour avancer. Voilà. Merci à toi. Très bien. Alors, avec nous aujourd'hui, on a la chance d'avoir Louis et Gétou de la commission Enzoï qui vont du coup nous parler de l'affaire de Roger Enzoï qui est mort en Suisse. Et voilà, je vous laisse la parole. Donc le 30 août 2021, Roger Enzoï Willem, un homme suisse et sud-africain de 37 ans, est tué par balle par un policier à la gare de Morges, dans le canton de Vaud, en Suisse. Des employés de chemin de fer ont signalé avoir vu Nzoï prier sur un quai de chargement, et traverser les voies. Nzoï était de toute évidence en situation de détresse psychologique à ce moment-là et avait besoin d'assistance. Au lieu de soins, il a été acculé par 2 puis encore 2 autres policiers, menacé puis abattu alors qu'il tentait de fuir la situation. Il est resté allongé sur le sol pendant plusieurs minutes, pendant lesquelles les policiers lui ont passé les menottes sans lui prêter secours. Un des policiers le touche avec le bout du pied et au moment de communiquer à l'ambulance les informations, ne dira rien d'autre que c'est un homme de couleur. Nzoï a de toute évidence reçu un traitement différencié lors de l'intervention de police parce qu'il était noir, parce qu'il était en détresse psychologique, parce que c'était un homme, autant d'éléments sur la base desquels il a été altérisé toute sa vie. Le ministère public sabote l'enquête, plaide la légitime défense pour justifier le tir et refuse de parler d'omission de prêter secours pour les 3 autres policiers qui ont laissé Nzoï se vider de son sang sans rien faire. Donc, une commission indépendante d'experts et d'expertes s'est constituée pour faire la lumière sur les circonstances de la mort de Nzoï, alors que le ministère public sabote continuellement l'enquête. Il a tenté de classer l'affaire en novembre 2024. Ce classement a été annulé en mai 2025 par le tribunal cantonal qui admet le manque d'impartialité
de l'enquête suite au recours de la famille appuyé par la commission et l'ONG Border Forensic. Du coup, le 25 août dernier, la commission indépendante et l'ONG Border Forensics publient son rapport après 2 ans de travail. Et là, on a affaire à une séquence un peu particulière qui nous a valu le coup de fil du collectif SAVE, qu'on remercie pour l'invitation, forcément. La séquence particulière, c'est celle-là, c'est qu'on devait sortir le rapport le 25 août, et ce même jour, on a ajouté le nom de Marvin, un jeune Suisse-Congolais de 17 ans, à la liste des victimes de la police lausannoise, décédé de la nuit du 23 au 24 suite à une prise en chasse par la police. Cet événement tragique survient quelques semaines après le décès de Camilla, 14 ans, dans des circonstances similaires, et 3 mois jour pour jour après le décès de Michael, un Nigérien impliqué dans un collectif d'entraide et d'autogestion pour et par des personnes issues de la migration. Ces morts s'inscrivent dans une série de violences d'État à l'encontre des personnes racisées en Suisse. Dans le seul canton de Vaud, et depuis moins de 10 ans, Hervé Mandundu, Mike Benpeter, Lamine Fati et Nzoï sont morts suite à des interventions policières. Dans chacune de ces affaires, les agents de police n'ont jamais été condamnés. Et deuxième élément marquant de ce 25 août, c'est qu'a été révélée l'affaire de groupes WhatsApp sur lesquels les policiers, principalement de la ville de Lausanne, mais pas que, s'échangent propos racistes, antisémites, transphobes, validistes ou à caractère nazi. Et la ville conclut, spoiler alert, à un racisme systémique dans la police, donc va savoir ce que ça veut dire pour eux. La municipalité fait mine de tomber des nues alors qu'elle est au courant, on le sait, depuis 2019, vu que l'existence de ce groupe a fait l'objet d'un rapport d'un lanceur d'alerte qui avait montré une photo d'un tag sur laquelle on voit un policier fièrement, pouce levé, posé devant un tag d'hommage à Mike Benpeter. Donc si on voit bien que nous on le sait, personne tombe des nues dans les collectifs antiracistes, cette pointe de l'iceberg qui est quand même diffusée rend public quand même le fait que un des policiers qui a tué Mike était présent et s'est impliqué dans la mort de Camilla aussi, et est également, bien sûr, évidemment, dans ces groupes WhatsApp. Au-delà du cas précis de Nzoï, donc, la Commission soutient l'importance de se détacher du simple cadre pénal adopté par le système judiciaire qui ne prend en compte qu'une série de faits, réduisant les cas de violence extrême à de simples questions de bonnes ou de mauvaises pratiques, pour poser ensuite un cadre d'analyse beaucoup plus large à l'intérieur duquel la dimension systémique de la violence d'État se révèle. Il faut dénoncer les actes de la police, certes, et tout autant l'inaction, notamment politique, pour ce qu'elle est, à savoir un des éléments fondamentaux des conditions structurelles qui ont permis à toutes ces tragédies de se produire. Si les éléments de l'enquête de Border Forensics révèlent les contradictions du narratif officiel, en démontrant notamment qu'Nzoï n'avait pas de couteau au moment de se faire tirer dessus, et qu'il ne s'est pas dirigé vers un policier pour soi-disant l'attaquer comme le ministère public le dit, et comme bien sûr, ça ne surprendra personne, ça a été repris dans les médias tel quel. Ce rapport et cette enquête permet aussi d'objectiver à quel point les droits à une enquête impartiale ou à un procès équitable sont retirés à certains et certaines, comme tous les autres droits que les sociétés capitalistes ont comme passion de dénier aux non-blancs. Nzoï n'était pas seulement un homme traversant une détresse psychologique, il était un homme noir. Et dans ce pays, donc en Suisse, ça suffit souvent à modifier la manière dont on vous perçoit, dont on interprète vos gestes, vos silences et vos attitudes. À l'instant où la police est arrivée, son corps, ses gestes, sa simple présence, en fait, ont été vus à travers un seul filtre, celui de la menace. Ce filtre-là, ce n'est pas une erreur isolée, c'est un héritage qui vient de loin, de l'histoire coloniale et post-coloniale, qui a fabriqué des images du corps noir, notamment comme un corps à craindre. Pour Nzoï, tout s'est joué en quelques secondes. La peur qu'il a ressentie, ce n'était pas seulement celle de ce moment précis-là, mais c'est une peur accumulée, forgée par des années de contrôle injuste, de ciblage racial, de suspicion permanente, de criminalisation. Une peur qui est partagée par tant d'autres hommes noirs en Suisse. Ce filtre de suspicion
a transformé même sa fuite, un réflexe humain complètement normal en fait, dans une situation de panique, est perçu comme une attaque. Il a servi à justifier le tir mortel. Il a ensuite permis de construire un récit officiel repris par certains médias qui a effacé complètement la dimension raciale et qui a réduit Nzoï à une image de danger. Son cas n'est donc pas simplement une tragédie individuelle, mais un prisme à travers lequel examiner comment les routines institutionnelles, les récits historiques et les hiérarchies implicites convergent pour produire des conséquences létales. Face à un État qui, lui, transforme le sens de ces tragédies, requalifie la violence de la police via les médias et ses institutions juridiques comme geste légitime, voire nécessaire, et contribue à ce que le système racial et raciste atteigne son plus haut niveau d'institutionnalisation, à savoir son caractère ordinaire. Dans toutes les affaires mentionnées, on peut évidemment citer, comme ça a été dit autour de cette table, des exemples récurrents d'inversion de victimes-agresseurs, d'animalisation des comportements des victimes, leur prêtant une force des fois surhumaine, la collusion entre les policiers, bien évidemment, un soutien psychologique aux policiers, c'est aussi quelque chose qu'on voit souvent. La police, comme a dit Magda aussi, jouit perpétuellement d'un surcroît de crédibilité. Les enquêtes sont sans cesse menées à décharge par les procureurs. À rappeler ici, pour le contexte français, que nous, le procureur et le juge d'instruction, c'est une même personne. Ce qui est quand même en soi une dinguerie, et on reviendra dessus après. Ouais, ça fait toujours réagir quand je dis. Ces traitements différentiels de la phase d'instruction par le ministère public dans toutes ces affaires dont les meurtriers sont des agents de police et dont toutes les victimes sont des personnes noires permettent de dégager des similarités ne pouvant résulter du hasard, mais bien de procédés systémiques. L'énergie que déploie le ministère public pour enquêter en faveur d'agents de l'État ne correspond pas à sa pratique dans le cadre de procédures menées à l'encontre de personnes dites ordinaires. Ouais, ok. Je reprends la phrase. L'énergie que déploie le ministère public pour enquêter en faveur d'agents de l'État ne correspond pas à sa pratique dans le cadre de procédures menées à l'encontre de personnes ordinaires. En atteste le taux de détention préventive extrêmement élevé dans le canton de Vaud. Or, un État qui incarcère massivement des personnes pour des délits mineurs ou sur la seule base de leur statut, mais qui n'est pas capable d'enquêter sur la police et la dimension raciste, n'est pas un État de droit, mais un État qui creuse la ligne de partage des couleurs et qui réactualise en permanence la frontière de la race entre les épargnés par la justice et les condamnés, entre les morts inacceptables et celles qui peuvent rester impunies. Merci. Merci à vous trois. Ce qu'on voit, c'est que globalement, c'est à peu près toujours le même traitement des affaires. Une fois les enquêtes commencées, le fait d'aller chercher un procès, de réussir, quand on y arrive, à avoir un procès et après accéder au jugement. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la négrophobie n'est donc pas que dans l'insulte, pas que dans les contrôles, les raisons qui poussent au contrôle, mais aussi dans le traitement judiciaire, médiatique des affaires après. Et donc maintenant, on va passer sur un deuxième angle militant, celui de savoir comment lutter contre la négrophobie. Dans un premier temps, on va écouter Mireille Fanon, coprésidente de la Fondation Frantz Fanon et ancienne experte au Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur les afrodescendants. Et après ça, on écoutera Issa et Franco de la Banne. Oui, merci beaucoup. Allô, allô. Ah. Merci beaucoup. Désolée d'être arrivée en retard. Je voudrais revenir peut-être sur un certain nombre de points communs à l'ensemble des cas qui ont été évoqués et qu'on voit lorsque l'on travaille dessus. C'est effectivement ce que vous avez mentionné. Et du coup, ça pose quand même une question. Pourquoi, par exemple, l'affaire Zecler ? Mais on a un certain nombre de réponses et les réponses ne sont... peut-être que nous, en tant que militants, en tant qu'organisation qui travaillons sur ces questions-là, peut-être
que nous devrions regarder les choses un peu plus haut, avoir une position un peu plus... pour éventuellement essayer de voir comment on peut répondre à ce type de justice, de déni de justice, de focalisation raciale et aussi une perception, ce que je disais à Norman, une perception du corps noir. Donc ça interroge aussi quelle est la perception de la masculinité noire de la part des forces de police, mais aussi de tout un système de justice. Et ça nous oblige un petit peu peut-être à nous poser la question, quelle réponse vraiment apporter au fait que la justice n'existe pas, que le droit de tuer est donné pour quelle que soit la raison, et quelle que soit d'ailleurs la race. Et on était avec Sèvres, on était à un tribunal en Grande-Bretagne où un jeune blanc qui était un peu délinquant, mais un jeune quand même qui n'avait que 18 ans, a été arrêté 156 fois entre ses 14 et 18 ans, jusqu'au moment où il a été tué par la police. Et là, ce n'était pas une question de race, mais c'était une question... Enfin si, il était blanc, mais surtout de classe. Parce qu'il venait d'un quartier pauvre, déshérité, d'une banlieue londonienne. Donc ça pose justement cette perception de comment est-ce qu'on peut... La perception et surtout la question de comment est-ce qu'on peut réagir autrement qu'au cas par cas. Comment est-ce qu'on peut renforcer nos expériences et par des échanges, mais aussi des analyses qui soient suffisamment solides pour démonter le système. Parce qu'en fait, on n'a que ça. Quand il y a l'inversion de la charge de la preuve contre la victime, en fait, puisqu'on est sur un système qui fait ça, on l'a vu avec Michel, mais on l'a vu aussi avec Théo, qu'on présentait comme un jeune tellement... Théo Louaka, qu'on présentait comme un jeune tellement fort, tellement musculaire, qu'ils étaient trois, ils n'ont pas réussi, et que donc la seule alternative, ça a été d'utiliser un bâton leur bâton particulier, et donc de le violer avec ce bâton. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à de telles alternatives et que ça ne nous oblige, ça ne nous met toujours dans une situation où on cherche à trouver des réponses au cas par cas, mais pas de manière justement systémique. Comment est-ce que nous, on n'arrive pas à répondre de manière systémique à ce qui se passe dans les attaques à la vie des jeunes noirs, mais aussi des jeunes arabes, et des jeunes asiatiques aussi, et des jeunes roms aussi. Donc quelle pourrait être notre réponse à cela? Et je pense qu'il y a quelque chose qui manque toujours à notre analyse, enfin assez souvent, c'est qu'on ne remonte pas d'où ça vient. Le système dans lequel nous vivons est un système raciste et qui a fonctionné dès la mise en esclavage et dès le colonialisme par la mise en place de doctrines. La doctrine des découvertes, ça c'est une chose, mais la doctrine de la mise en esclavage et la doctrine du noir perçu comme un ennemi, comme taillable et corvéable, une marchandise, etc. À partir de là, lorsque l'abolition est arrivée, et ça me fait penser d'ailleurs à cette criminalisation systématique, l'idée c'était bien d'empêcher les nouveaux libres de ne pas être de nouveaux libres. Donc il y a eu une chasse à l'homme organisée par la police, la gendarmerie de l'époque, pour éviter que tout nouveau libre puisse errer dans la ville. Donc si ce nouveau libre n'avait pas d'argent, il était mis en prison ou renvoyé sur les plantations. Et cet excès, et on retrouve ça avec cet excès de contrôle au faciès, où tout jeune qui est sur la voie publique, comme vous l'avez précisé, ou tout jeune qui a un comportement dysfonctionnant parce que malade mental, devient suspect et devient potentiellement un criminel. Donc il y a quelque chose qu'on doit aussi réinscrire dans une histoire longue qui fait notre histoire, qui fait notre société,
Et là, on voit bien entre ce que vous dites de la Belgique, de la Suisse, mais ce qu'on a aussi entendu en Grande-Bretagne et en France, on voit bien que cette histoire est d'ailleurs la même, puisque c'est une histoire coloniale et colonialiste, et que la perception du noir a quelque chose de totalement dépréciateur et construit justement d'une manière épistémique qui fait société. Et donc comment est-ce que nous, on arrive à ce moment-là à défaire cette perception du noir? Est-ce que les travaux des universitaires suffisent? Non, je pense qu'on est maintenant à un moment donné. Quels moyens se donne-t-on pour combattre cette perception de l'autre comme un ennemi? Et on le voit, enfin, l'installation du colonialisme comme doctrine et de l'esclavage, ça a amené en fait à une guerre permanente contre les êtres et les plus pauvres. Et ça, on le voit, c'est encore quelque chose dans les quartiers, cette idéologie, cette doctrine de la guerre permanente contre les plus pauvres et les racisés est toujours là. Elle est toujours un élément du pouvoir. Donc, est-ce qu'on se contente de constater ou est-ce qu'on essaye de, peut-être justement avec des avocats, de renforcer l'argumentaire des avocats par un apport intellectuel, idéologique, de façon à réinitialiser quand même le logiciel et qu'il ne soit pas seulement le logiciel de la dominance blanche, mais le logiciel déracisé? Parce qu'il y en a un, il y a quand même énormément de jeunes chercheurs, des moins jeunes, qui travaillent sur ces questions-là. Et on a maintenant un recul suffisant pour apporter une autre voie. Peut-être qu'il y a aussi ce travail-là, on devrait essayer d'apporter, d'imposer la voix de l'autre. Et une peut-être des choses qu'on devrait faire, c'est peut-être travailler plus précisément et de ne pas laisser chaque cas isolé, parce que ce qui se passe en Suisse, il y a plusieurs autres cas à Genève aussi, en Belgique il y en a un certain nombre aussi, et je me demandais, par exemple, il y a eu entre les années 65 et 2000, et 2000 en Grande-Bretagne, il y a eu plus de 3000 morts pour des raisons racistes par la police et avec un total déni de justice. Donc on a quand même ce background qui devrait nous permettre de nous doter d'autres outils que de répondre aussi au cas par cas par les attaques. Parce qu'on est très démunis et la police et la justice, comme vous l'avez très bien expliqué dans les différents cas, se targuent de délégitimer absolument tout argument, fût-il même d'ailleurs basé sur le droit. Parce que là, on est dans une sphère où le droit pour les victimes, et particulièrement les victimes racisées, n'existe pas. Et il faut donc l'imposer. Donc je me demandais, on avait discuté après le tribunal qu'il y avait eu en Grande-Bretagne, on avait discuté... En tant que fondation, on avait proposé de faire un tribunal international sur les violences policières. Et il me semble que ce serait temps, maintenant, de le faire. Nous avons suffisamment d'éléments de cas, enfin, d'éléments factuels, malheureusement, et de déni de justice. Donc on devrait faire une analyse de la justice de manière extrêmement fine pour montrer comment la justice agit de façon à délégitimer la victime et les familles. Parce que, en définitive, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit en France, en Belgique ou en Suisse, puisqu'on est là, mais il y a des cas aussi en Espagne, il y en a un certain cas en Espagne, eh bien, on devrait quand même pouvoir déposer plainte à un moment pour crimes contre l'humanité. Parce que ce sont des crimes contre l'humanité. Si nous le faisons, je vais terminer là-dessus, si nous le faisons uniquement en France, ça aura beaucoup moins de valeur. Or, si nous nous unissons pour faire un tribunal qui ait un peu de répercussions et un peu de travail en amont, on peut totalement, pour des raisons
de ciblage de personnes qui sont racisées, du déni de justice, de la violation du droit à la vie, puisque ça, le droit à la vie est un droit fondamental en droit international, ça devient un crime contre l'humanité, pour aussi montrer que quels que soient les pays européens, il y a quelque chose de l'ordre de la systématicité qui est mise en place dans l'ensemble de nos pays européens. Et je rappelle, et ça, nous avons aussi quelque chose qui peut nous aider, c'est qu'il y a eu ce même type de tribunal aux États-Unis, il y a 3 ans, dont j'étais aussi un des juges, et on est arrivé exactement à la même conclusion. Donc on pourrait faire vraiment quelque chose d'international et d'avoir un certain nombre de cas que nous allons déposer tous ensemble à la Cour pénale internationale. Et pour conclure cette série d'interventions, avant de passer à un moment peut-être qui ressemblerait plus à de l'échange avec des questions du public, j'ai le plaisir d'accueillir Franco et Issa, membres de la BAN, et qui vont nous montrer comment lutter activement, concrètement contre la négrophobie aujourd'hui. Ok, ça marche là. Donc je voulais dire déjà, je remercie les gens qui nous ont invités et dire que effectivement pour parler de la négrophobie, d'abord je vais parler de l'affaire Michel Zecler, mais pour en arriver à ce point final, il faudra d'abord que je passe par le point de départ qui est de parler de la négrophobie. On ne peut pas comprendre à mon avis ce qui est arrivé à Michel Zecler si on ne comprend pas pourquoi a été construite l'identité noire. Et c'est un peu cette espèce de chemin que je vais essayer de tracer ici, parce que l'identité noire est une construction. Et je n'en parle pas comme on a l'habitude de dire construction sociale, comme une espèce de récitation, etc. C'est une construction qui a une utilité dans le monde occidental. Et c'est ça que je vais essayer d'exposer. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui est arrivé à Michel Zecler, George Floyd. Et ça, c'est au niveau micro, mais au niveau macro, on ne comprend pas pourquoi l'Afrique est à ce point appauvrie et à l'image de la misère absolue. Pourquoi le monde noir en général est traité comme moins que rien, etc. Il faut déjà comprendre que quand on parle de race, la négrophobie, qui n'a pas de nom officiel dans le monde occidental, comme si l'arme du crime avait disparu. On appelle ça le racisme, mais c'est un racisme particulier qui cible chirurgicalement les Noirs. Et donc, je reviendrai sur le terme noir, hein, parce que c'est ça le centre de mon propos. Mais c'est, à mon sens, comme ça, je le dis spontanément, donc si quelqu'un peut me contredire, mais le seul racisme qui a sorti des êtres humains de l'humanité. Ça veut dire que les Noirs ont été considérés pendant plusieurs siècles comme des non-humains. Non-humains. Et après, on s'interroge de savoir comment cela a pu arriver à Michel Zecler, George Floyd, et au niveau macro, tout ce que j'ai dit avant cela. Ça arrive parce qu'il y a un conditionnement de plusieurs siècles consécutifs qui fait que dans l'inconscient collectif européen, mais aussi des gens assimilés comme blancs par voie de ce que j'appelle neurocolonisation, parce qu'il y a une colonisation mentale, eh ben, le noir est perçu, en fait, a été construit comme un permis de tuer psychologique. Comme un permis de tuer psychologique. C'est-à-dire que le noir est l'antithèse du blanc. L'européen, l'Occident, de par la métaphysique chrétienne, a rentré l'européen dans le blanc et a rentré les êtres afro dans le noir pour justifier leur extermination, pour justifier, en fait, pour quelque chose d'encore plus morbide que ça. C'est de l'ordre de la psychopathologie. Parce que le blanc, en tant que pouvoir, a besoin du noir pour leur abaisser plus bas que terre, s'en servir de marchepied et nourrir l'illusion de s'élever. Sans le noir, le blanc n'est rien. Le blanc n'existe pas. Et c'est pour ça que le noir a eu besoin de créer son antithèse. Et donc, on ne peut pas comprendre ce qui est arrivé à Michel Zecler si on ne comprend pas pourquoi l'identité noire a été construite. Mais avant cela, je tiens à vous faire savoir, parce que j'ai trop de choses à dire, c'est pour ça que je parle vite, et je ne pourrais pas tout dire. Et c'est ça qui me stresse. Mais le noir n'existe pas. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel être afro, il est brun, dans une variante allant du plus clair au plus français, au plus foncé. Ça montre mon degré d'intégration absolue.
Ça montre qu'ils ont réussi leur mission. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien comprendre que le crime absolu de l'Occident, pour moi, hein, parce que je parle en mon nom, et donc pour nous, parce que je fais partie d'un collectif, c'est d'avoir fait rentrer l'être afro dans la couleur noire pour pouvoir justifier le génocide qui s'en est suivi. Le problème qui se passe, je vais vous dire, il est où? C'est que si on suit la narration occidentale, la narration, comment on appelle ça, le truc imposé là, qui vous dit ça c'est la vérité, tout ça là, si on regarde la définition de race dans le dictionnaire, on ne va pas s'en sortir. Il faut commencer à penser par nous-mêmes. Et en fait, on nous fait croire que la race est quelque chose de figé, quelque chose d'immuable, et qu'en fait, elle se note par rapport à la couleur de peau, ce qui est faux. C'est-à-dire la race a un pouvoir mutagène. Elle existait avant la colonisation. Et si on ne parle pas de cette race d'avant la colonisation, c'est parce qu'elle racialisait avant les Blancs. En Europe, les Blancs se racialisaient eux-mêmes. La race n'était pas sous une forme que j'appelle ethnobiologique, c'est-à-dire sur la couleur de peau. Elle était sur des bases sociales. Ils ont défusionné la classe et la race. Mais à la base, les catégories vilains, travailleurs qualifiés, bourgeois, c'était des sous-races. Et la race absolue, c'est-à-dire la référence, c'était les nobles. Donc nobles contre ignobles. On retrouve des traces de cette racialisation dans les termes qui ont été déracialisés, qui sont vilains et gentils. Le gentilhomme est le noble, le vilain est le paysan. Le paysan, c'est la majorité de la population européenne. Ils étaient méprisés pire que tout. Ma théorie, c'est que l'Europe, avec son élite minoritaire, les nobles, c'est 1 à 2%. Ils ont raconté une idéologie pour pouvoir justifier que ceux qui n'avaient pas la pureté de sang ne pouvaient pas accéder au pouvoir. Mais comme ils ont rongé de l'intérieur leur propre corps social, il était complètement exsangue, complètement en train de crever, comme un chien, tu vois. Et ce qu'ils ont fait pour pouvoir, parce que sans corps à exploiter, eh ben, ils ne pouvaient pas asseoir leur complexe de supériorité raciale. Et la colonisation leur a donné l'occasion d'exporter leur virus idéologique outre-mer. Et ils ont transposé le regard de race basée sur la classe sur des populations autres. Et comme les êtres afro ont la carnation la plus foncée, ils ont appliqué la métaphysique chrétienne où le blanc symbolise le bien et le noir, le diable et tout ça, de manière à ce que l'inconscient, quand il a affaire à l'être afro, il a affaire à la chose qui incarne le mal le plus absolu. Ce qui explique, bref, tout ce que vous voyez là. Et donc, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a un problème aussi sur la manière de définir la race. Parce qu'on prétend que la race a été théorisée, elle a été théorisée fin du XVIIIe siècle, milieu du XIXe siècle, avec le racisme scientifique. Sauf que l'esclavage négrier, qui a matérialisé donc la race, je dis bien pas inventé, parce que la colonisation n'a pas inventé la race, elle l'a fait muter. Excusez-moi, je suis déjà à 7 minutes. Vous voyez, il y a trop de choses à dire. Je vais m'arrêter là, mais elle l'a fait muter, vous comprenez? Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une inconnue que cachent tous les livres d'histoire. C'est que la race n'est pas née ex nihilo, elle ne peut pas exister après coup, puisque l'esclavage racial existe avant la naissance du racisme scientifique. C'est parce qu'il y a une inconnue. Et cette inconnue qui a en fait mis au monde la race, mais qui n'avait pas besoin de la théoriser parce que ça allait de soi, c'est le racisme religieux. C'est le racisme religieux qui a permis, avec toutes les bulles papales et tout ce qui s'ensuit, de justifier le génocide, l'extermination de masse des populations afro, et c'est lui qui a redéfini ces populations comme étant noires. Et si on ne comprend pas que ça remonte à ce noyau-là, on ne peut pas comprendre que... je dis une chose très importante avant de terminer. Quand moi je parle de négrophobie, ça parle et des Noirs, pour les appeler comme ça, et des Blancs. Parce qu'il faut comprendre que selon ma théorie, la déracialisation des vilains, bourgeois, etc., n'est survenue que parce que les Noirs et les autres non-blancs ont été racialisés. Ça veut dire que sans notre racialisation, les Blancs que vous êtes seriez toujours méprisés par votre propre système. Et tant que nous sommes là, vous vivrez confortablement comme vous vivez ici.
Ils ont besoin de nous, de faire souffrir l'Afrique comme elle souffre, le monde noir comme il souffre, pour que vous puissiez vivre bien. C'est la réalité que personne ne va entendre et que vous trouverez dans aucun livre d'histoire. Voilà à quoi sert le noir et voilà pourquoi les policiers, c'est pas parce qu'ils en ont conscience, c'est parce que leur inconscient est encodé avec cette vision du noir et le noir est un criminel et le mal le plus absolu est l'équivalent du diable. Et c'est ce qui a donné l'affaire Michel Zecler. Et je vous dis, j'ai tellement d'autres choses à dire et ça m'énerve tellement que voilà. Et le remède à cela, parce qu'on parlait de remède, c'est une fois qu'on comprend à quoi sert le noir, pourquoi cette identité a été inventée, on comprend que c'est une guerre absolue qui est livrée contre les nôtres. Donc la solution, je vous laisse la trouver vous-même. Parce que quand on est en face d'une guerre, on rigole pas. Oui, donc c'est un peu difficile de passer après Franco. Donc ce que je voulais dire pour compléter, c'est que lorsqu'on analyse la négrophobie, nous on sait que pour nous la négrophobie c'est un rouleau compresseur. Donc le rouleau compresseur de l'État français, la négrophobie, comme il a dit Franco, il date depuis plusieurs siècles. À partir de là, lorsqu'on voit ce qui est arrivé à Michel Zecler, tout ce qui a été dit auparavant, dans les analyses, on sait que ça date depuis des siècles et que, par exemple, la police des Noirs, la création de la police des Noirs, lorsqu'ils contrôlaient les Noirs, il fallait qu'ils aient un récépissé, en tout cas une autorisation du maître. Et donc l'ancêtre de la carte d'identité et de la carte de séjour, c'est le récépissé du maître. Donc on est dans la continuité. Toutes les époques qui ont été narrées par les intervenants, esclavagiste, colonial, post-colonial, nous on appelle ça néocolonial parce qu'en fait c'est que des mutations. On constate quoi? Qu'en fait on est dans la continuité, que des mutations. L'État français n'a jamais mis un terme à sa négrophobie, elle n'a fait que la muter et la changer. Donc le tout c'est de déjà prendre conscience que ce rouleau compresseur qui est la négrophobie fait en sorte, et déjà, c'est un poison qui est inoculé dans toute la population, que ce soit noir, blanc, etc., avec plusieurs variantes. Et donc, les blancs, l'État français fait en sorte que le blanc ait un sentiment de supériorité et que le noir ait son complexe d'infériorité. Et donc, chacun doit faire son autocritique, et notamment nous, qui sommes désignés comme noirs, nous devons faire en sorte déjà de constater que ce poison il a été inoculé dans notre esprit et que, avec plusieurs degrés moindres, en tout cas, chacun d'entre nous est atteint du poison du complexe d'infériorité. Et donc parce qu'on a constaté une chose, à l'époque on avait fait des contrôles aux faciès, on avait des luttes contre le contrôle aux faciès justement, on allait dans les quartiers pour prévenir les jeunes par rapport à ça, que c'était illégal et qu'il y avait des textes juridiques. Et on voyait que les jeunes avaient abandonné. Ils disaient que en fait, pour eux, c'était la routine, c'était presque normal. Ils avaient baissé les bras. Et donc, tout ça, ça participe. Parce qu'en fait, lorsqu'on a intégré son infériorisation, c'est normal qu'on accepte que les contrôles faciès, c'est normal, que c'est une normalité, qu'on pense que c'est de la routine, que c'est l'ordre des choses, etc. Lorsqu'on a intériorisé cette infériorité, eh ben c'est normal. Et donc, à partir de là, il faut faire un travail sur soi-même pour lutter contre ce poison qui est inoculé depuis notre plus tendre enfance, à travers l'école, la télévision, les médias, et plein, tout ce processus. C'est un rouleau compresseur qui est vraiment très, très puissant. Et donc, au quotidien, il faut lutter contre cette négrophobie. Et de l'autre côté, les Blancs à qui on essaye d'inoculer ce sentiment de supériorité doivent aussi faire cette autocritique. Il y a forcément des clichés, des choses qui ont été inoculées qui font qu'en fait ils ont une image du noir qui est peut-être voilà. Donc il y a un travail à faire pour chacun de nous de chaque côté pour lutter contre ce rouleau compresseur. C'est pas pour rien que nous, pour finir, que en tout cas nous, Brigade Anti-Négrophobie, on l'a toujours dit que la négrophobie est une arme neurocoloniale d'aliénation et de destruction massive qui n'avoue pas son nom. Ça on le dit toujours et lorsqu'on dit ça à travers cette phrase, eh ben, tout est dit.
Voilà. Donc c'est la fin de cette première partie sur les interventions. On va peut-être prendre des Alors, questions du juste, public. Merci à tous. Et on est quand même en présence de Michel Zecler qui avait envie de vous entendre, qui n'a pas souhaité participer à la table ronde parce que ça permettait d'avoir une plus grande liberté de vos mots. Donc on va juste lui passer la parole quelques minutes pour qu'il nous dise un petit peu son sentiment par rapport à cette table ronde. Merci. Déjà, ce que je voudrais faire, c'est vous remercier tous les intervenants qui portent justement ces mots, cette parole de violence policière. Je m'exprime pas souvent, très peu en tout cas, publiquement. C'est voulu parce que je veux contraindre l'État, la justice, aussi une partie de la population à respecter mon statut de victime. Victime d'une agression, de mon agression policière. C'est pour ça que je vous remercie tous de porter cette parole. C'est important pour moi et pour toutes les victimes de ces agressions qui n'ont pas la chance d'être filmées, de vous avoir. Donc voilà, je voudrais vous remercier. Merci. On va passer aux questions. En tout cas, merci à tous. C'est vrai qu'il était important pour l'association Stop aux violences d'État d'avoir une table ronde sur la question de la négrophobie. Ces dernières années, il y a eu des procès qui étaient très attendus, notamment le procès de Théo Louaka, comme Mireille l'a mentionné. Il y a eu également le procès de Lamine Ba. Ce sont des procès où il y avait des images, ce sont des procès où il y avait beaucoup d'espérance, ce sont des procès où on s'est dit cette fois les choses vont changer et ça n'a pas changé. Et c'est vrai que j'admire et je remercie Michel d'avoir accepté d'être là parce qu'il a toujours fait en sorte de rappeler que c'était lui la victime, qu'il n'était en rien militant, qu'il n'a en rien cherché à les coups. Les coups ont été donnés par des policiers. Ce sont eux qui l'ont tabassé devant le lieu de travail où il était. Et on ne peut pas inverser les narrations comme ça. Et c'est vrai que cette fois, on espère tous très fortement que les choses vont changer. Et en tout cas, il aura été exemplaire dans son parcours parce que le connaissant personnellement, il peut en défoncer 12 avec un petit doigt. Donc, avoir un self-control comme ça et tenir, eh ben, c'est un vrai bonhomme. Et pour ça, je vous demande à tous un gros big up pour Michel. Est-ce que vous avez des questions ? Une question ? Je sais qu'ils sont hyper impressionnants, mais on peut leur poser une question. Après, peut-être qu'il y a des intervenants qui voudraient réagir à des choses qui ont été dites avant ou après eux. Moi, je voulais juste réagir. Je ne sais plus si c'est David qui parlait de cette question de force surhumaine. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les affaires où la victime est un homme noir. On voit dans les procédures judiciaires, il y a souvent écrit, voilà, il avait une force surhumaine. Parfois, c'est lié à des allégations d'usage de cocaïne, etc. Et donc, je voulais juste vous inviter à lire. Il y a un ouvrage qui est extraordinaire, qui est en anglais, mais il y a une recension qui est faite en français, qui s'appelle Excited Delirium, donc le délirium agité, qui explique en fait qu'il y a une théorie, une pseudo-science qui est sortie dans les années 80 pour criminaliser le corps des hommes noirs comme des corps qui, même avec des doses infime de cocaïne, tout d'un coup développe une force surhumaine qui est complètement incontrôlable et puis qu'il faut absolument utiliser une violence excessive pour les contrôler et que en fait ce délirium agité fait que la personne au bout d'un moment en fait paf tombe et meurt.
même si la violence qui a été utilisée contre elle était minime, voire inexistante. Donc c'est un livre qui retrace toute l'émergence de cette théorie-là, le médecin légiste qui l'a inventé, la manière dont ça a été repris, la manière dont ça a été beaucoup utilisé dans les affaires aux États-Unis ou Taser International. Donc l'entreprise qui produit le Taser, à chaque fois qu'elle a été mise en cause, elle a utilisé cette théorie-là pour dire mais pas du tout, en fait la personne souffrait de délirium agité, etc. Et donc moi je pense qu'il faut aussi regarder du côté, quelqu'un le disait, du côté de la science, du côté de la recherche, de la complicité ou l'implication en fait de comment la recherche peut produire ce type de théorie jusqu'à aujourd'hui. On pense, on a à l'époque de l'esclavage justifié que les hommes noirs n'étaient pas des humains, mais jusqu'à aujourd'hui on a ce type de théorie qui continue à être utilisée, qui justifie une violence excessive envers les corps des hommes noirs. Mon ami est un des cas en Belgique cité. Et par exemple, pour faire le lien très direct, Lamine Bangoura serait un des cas cités pour la traduction de ce fameux syndrome dans les pratiques de la police belge. On l'a appris récemment, mais sans surprise plus que cela, bien sûr. Voilà. J'en profite juste deux petites choses juste sur le continuum de cet homme noir puissant. C'est certain que l'ensemble des écrits coloniaux belges sur le Congo et sur toute une série de groupes au Congo l'ont joué, surjoué, et c'est encore présenté, représenté dans un musée qui s'appelle le musée de Tervuren, construit par Léopold. Mais ce continuum, il est vraiment direct, présent, etc. Après, je pense que la proposition de Mireille Fanon, l'idée de Mireille Fanon, ça serait intéressant, je pense, que sans trop m'avancer, que les gens à Bruxelles de différents comités seraient vraiment intéressés de participer à ça. Nordine Saïdi, Bruxelles Panthère et tous ces groupes travaillent depuis très longtemps sur ce genre de choses, mais ça serait la proposition, elle est neuve, donc c'est intéressant. On a reçu une question dans le chat pour Mireille. Sous quelle juridiction serait placé le tribunal ? Non, c'est un tribunal populaire qu'on fait. En fait, le tribunal populaire, il est là pour démontrer que la justice ne dit pas le droit et donc de donner des éléments à la justice tablés sur du droit. Donc ça permet aussi, ça a deux fonctions. Ça a une fonction de permettre aux familles d'avoir des ouvertures qui peut-être n'ont pas été identifiées, donc de continuer à travailler sur le dossier pour les familles. Et ça consiste aussi à mettre en contradiction les différentes juridictions des différents pays dans lesquels on est et à montrer et à confirmer ce que les Blancs refusent. Et d'ailleurs, j'ai oublié d'ajouter ça tout à l'heure, mais aussi une partie de la gauche. Et de cette gauche même qui se trouve par ici, hein, quand même. Non, mais disons-le quand même, sérieusement. Parce que ce que dit Franco sur la construction de la négrophobie et la façon dont elle s'exprime, très peu de gens à gauche acceptent déjà de parler de négrophobie. Ils parlent de racisme. Et un des grands dangers de cette catégorisation raciste, c'est une espèce de mélange où on mélange tous les racismes et où tout compte fait, les racismes qui concernent les Noirs, et d'ailleurs ce n'est pas pour rien, tout le racisme qui concerne les Noirs n'existe plus, est invisible. Puisqu'on vous parlez de l'islamophobie, ça oui, maintenant elle a sa place, mais la négrophobie, toujours pas. On a différents types de... L'antisémitisme, ça n'en parlons même pas. Tous ces racismes particuliers ont pignon sur rue. La négrophobie n'existe pas. Donc on devrait s'interroger déjà parmi nous, pourquoi est-ce qu'on n'impose pas ce wording particulier et qui est exact, qui est la négrophobie. Ça, c'est quelque chose. Et quand on parle avec des personnes blanches qui travaillent sur l'antiracisme, ça aussi, posons-nous de la question de cette catégorisation antiracisme.
posons-nous aussi cette question. Donc je ferme ça parce que c'est quelque chose quand même qui me tient à cœur et je trouve que Franco et Issa le défendent particulièrement bien dans le travail qu'ils font avec la BAN, mais qu'on devrait vraiment reprendre de manière systématique et obliger les autres à le reprendre, obliger nos alliés à le reprendre alors qu'ils ne le reprennent pas. Mais pour revenir au tribunal, donc c'est de dire le droit, puisqu'il n'a pas été dit, d'aller au bout des possibilités juridiques, et c'est le travail des juges, et c'est d'ailleurs pour ça que sur le travail qui a été fait aux États-Unis, on est arrivé sur cette catégorisation de crimes contre l'humanité. Donc on ne va pas, nous, aller tribunal devant une juridiction. C'est un tribunal qu'on organise entre nous, comme il y en a eu sur le Vietnam, comme il y en a eu sur la Palestine. Donc on ferait un tribunal sur les violences policières avec différentes entrées. Pardon. L'islamophobie. Je t'ai craché dessus. Excuse-moi. L'islamophobie, la négrophobie. Et ça donne des outils aux familles, mais ça nous permet aussi à nous, puisqu'on arrive sur la catégorisation de crimes contre l'humanité, de se décider comme partie prenante du dépôt d'une plainte pour crimes contre l'humanité au niveau de la Cour pénale internationale. C'est ça. Et là, ce n'est pas seulement les familles, c'est aussi tous les groupes qui travaillent sur les violences policières. SEV, la BAN, le canton de Vaud, enfin je ne me souviens plus de votre nom, vous, avec etc., etc. Donc on est tout à fait, et Michel aussi d'ailleurs, on est tout à fait, on est tout à fait capable de porter cette voie-là. Et ça me semble, parce que sinon, on va continuer, dans 10 ans, on sera encore là à dénoncer les violences policières. Je pense qu'il y a quelque chose, à un moment donné, dans le contexte où on est, dans cette espèce de radicalisation fasciste dans laquelle nous sommes, il ne nous suffit plus de nous réunir comme ça et de dénoncer des faits qui sont des faits graves. Il faut aussi qu'on se donne les moyens de cette résistance. Donc comment est-ce qu'on résiste à la fois physiquement mais aussi intellectuellement et le tribunal, ce n'est pas une fin en soi, mais le tribunal populaire, si c'est quelque chose qu'on organise de manière internationale, peut avoir un certain retentissement sur les violences policières systématiques et qui sont devenues l'alpha et l'oméga du monde blanc. Je voulais juste ajouter quelque chose à l'intervention de Mireille. Si on vous a invité aujourd'hui, c'est effectivement pour échanger sur le cas de Michel Zecler, mais c'est aussi parce que dans le cadre de l'association Stop aux violences d'État, nous allons organiser sur l'année 2026 le premier tribunal pour la France. Et pour la France, on va inviter un certain nombre d'acteurs européens, puisque en fait, pour qu'on puisse le faire de manière internationale, les États-Unis l'ont fait, l'Angleterre, maintenant qui se sépare un peu, l'a fait de son côté, et c'est à nous de l'organiser en France pour ensuite faire une action collective de tous ces tribunaux avec des cas qu'on a définis ensemble. Donc, on reviendra vers vous assez prochainement pour que vous y participiez. Et ce tribunal des violences, ce tribunal populaire, se fera en France et se fera en partenariat avec la Fondation Frantz Fanon. Toujours pas de questions ? Eh bien, merci à tous. Juste une petite précision, on va clôturer nos tables rondes à 17h avec une table ronde à 17h30, pardon, avec une table ronde qui sera avec des artistes. Il y aura Jamil Leschlag, Louisa Youssi, Médine. Et l'idée, c'est qu'en fait, ils vont nous expliquer comment, dans le cadre de leur travail, en fait, ils arrivent à défendre des causes qui leur sont chères. Et on va peut-être essayer d'avoir une guest en plus, mais
On va voir au niveau de la technique parce que elle est dans les mers, mais je peux pas vous en dire plus.